Bonjour et bienvenue pour la suite du cours sur l'algorithmique. Aujourd'hui, nous aurons Tim Roughgarden qui nous fera un séminaire après le cours sur la théorie des jeux algorithmiques. Mais en ce qui me concerne, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour traiter des graphes dynamiques. Que sont des graphes dynamiques ? Ce sont des graphes qui évoluent au fil du temps. Par exemple, ici, vous avez un graphe de connexion entre grandes villes du monde par des vols aériens. Ce graphe n'est pas stable, figé pour toujours, mais il arrive qu'il y ait des connexions qui disparaissent ou des nouvelles connexions qui sont créées. Donc ce graphe évolue de temps à autre. Comme d'habitude, je vais prendre 3 exemples de problèmes pour illustrer des aspects de la conception et de l'analyse d'algorithmes pour des problèmes de graphes qui évoluent au cours du temps. Ces 3 problèmes sont construire un couplage biparti en ligne, la clôture transitive de graphes sans cycle et le problème de connexité de graphes. Premier problème, construire un couplage biparti en ligne. Comment les moteurs de recherche sont-ils financés ? Je l'ai déjà mentionné, par les publicités. C'est grâce aux publicités que nous n'avons rien à payer pour avoir accès à l'information. Où se trouvent les publicités ? Eh bien, en particulier, lorsque vous faites une requête, par exemple ici « Sell your car », eh bien, la toute première réponse qui apparaît, tout à fait en haut de la liste, ce n'est pas une réponse obtenue par recherche sur les pages web les plus adéquates, c'est une publicité. Voilà. Ici, j'ai pris un exemple trouvé sur Internet parce que sur mon propre ordinateur, comme je n'ai pas de publicité, donc je ne pouvais pas prendre un exemple que je trouverai moi-même. Et donc, le problème des moteurs de recherche, c'est vous avez cet emplacement privilégié pour les publicités. À quel publicitaire allouer cet emplacement ? Parmi tous ceux qui pourraient être intéressés pour apparaître lorsqu'il y a la requête « Sell your car ». Le moteur de recherche a certaines connaissances a priori. Il sait que, par exemple, vous avez 4 publicitaires qui sont intéressés pour apparaître en réponse. Le premier, disons que c'est un carrossier parisien. Le deuxième, un garage à Pantin. Le troisième, les occasions de Renault. Excusez-moi, j'ai pris une marque. Et le quatrième, des locations de véhicules, disons ADA, un exemple au hasard. Si l'utilisateur entre les termes voiture d'occasion, cela intéresse le carrossier, le garage et Renault Occasion. S'il entre les termes voiture à vendre, cela intéresse en fait les mêmes 3 personnes. S'il entre les termes voiture Paris, alors ADA Location est intéressé et peut-être le carrossier aussi, mais peut-être que les autres ne le sont pas. Ainsi, chaque publicitaire a fourni au moteur de recherche des informations a priori sur les termes qui l'intéressaient, sur des recherches pour lesquelles il souhaitait avoir en réponse, il souhaitait apparaître comme publicité. Alors, ce qui se passe, c'est que les requêtes arrivent au fil du temps. Au fil du temps, vous avez les utilisateurs qui demandent une voiture d'occasion, voiture à vendre, voiture d'occasion, voiture à Paris, voiture d'occasion, etc., etc. Lorsqu'une requête arrive à l'instant T, à quel publicitaire allez-vous allouer l'emplacement parmi les 4 qui seraient intéressés par ce genre de requête, 4 ou plus? Ce problème peut se modéliser, une version simplifiée de ce problème peut se modéliser comme un problème de graphe. Donc nous avons déjà vu ce genre de choses auparavant. Vous avez un graphe biparti, des sommets bleus, des sommets rouges, des arêtes entre certains sommets bleus et certains sommets rouges. Les sommets bleus représentent les publicitaires, les agences. Les sommets rouges représentent les requêtes. Donc les sommets bleus sont connus a priori. Les sommets de gauche sont connus par le moteur de recherche. À chaque instant, au fil du temps, il y a une requête qui arrive, c'est-à-dire un nouveau sommet arrive à droite. Un sommet rouge arrive
dans l'ensemble des sommets de droite. Donc ils arrivent de haut en bas sur mon dessin. Lorsqu'un sommet arrive, que se passe-t-il? Il arrive avec toutes ses arêtes. Lorsqu'un sommet qui arrive, c'est une requête. Quand il y a une requête, on sait quels publicitaires sont susceptibles d'être intéressés. Le moteur de recherche sait qui souhaiterait avoir sa publicité qui apparaît. Donc, ces arêtes, une arête entre un publicitaire et une requête, ça veut dire que le publicitaire est intéressé par cette requête, il souhaiterait apparaître. Et il faut alors décider quel publicitaire faire apparaître en haut de page dans la réponse à la requête. Ainsi, on voit que nous avons un graphe, mais que ce graphe n'est pas connu dès le départ. Il apparaît progressivement. Il n'y a qu'une partie du graphe qui est connue a priori, à savoir l'ensemble des sommets bleus, et les sommets rouges avec les arêtes qui vont associer apparaissent progressivement. Et que fait-on? Que fait-on de ce graphe? À chaque fois qu'une requête apparaît, on décide quelle publicité montrer. Par exemple, la première requête, vous aviez un seul publicitaire intéressé, c'est lui qui est montré en haut de page. C'est ce que signifie l'arête verte ici. Cette requête, personne n'est intéressé, pas de publicité. Cette requête, il y a 2 personnes intéressées, le premier et le 4e publicitaire bleu, ont choisi de donner l'espace au publicitaire du haut. Cette requête apparaît, un seul publicitaire intéressé, c'est lui qui a l'espace publicitaire, puis un peu plus tard, cette requête-ci apparaît, et alors là, ce publicitaire a déjà eu sa publicité qui est apparue. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce publicitaire, on va supposer pour simplifier qu'il n'a payé que pour une apparition de sa publicité. Et donc, les publicitaires ont payé, ils financent le moteur de recherche, ils ont un certain budget, on va supposer que c'est la même chose pour tout le monde, et on va supposer que c'est 1 pour tout le monde, que chacun paye 1 pour avoir son annonce qui apparaît une fois. Du coup, lorsque cette requête apparaît, ça ne sert à rien pour le moteur de recherche de remontrer de nouveau cette publicité. Pourquoi? Parce que ça ne lui rapporte pas de revenus supplémentaires. Ce publicitaire, cette agence, veut uniquement avoir une apparition. Par ailleurs, nous avons également, pour simplifier, un seul espace sur la page. Autrement dit, une requête ne peut pas choisir 2 publicitaires, elle doit en choisir un seul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le problème que nous résolvons, c'est un problème de couplage. Chaque sommet à droite aura au maximum une arête verte, chaque sommet de gauche aura au maximum une arête verte. L'ensemble des arêtes vertes est donc un couplage. Donc c'est ça la structure de ce que construit l'algorithme du moteur de recherche. Il a ce graphe bleu et rouge qui apparaît au fil du temps, et il construit un couplage vert au fil du temps, mais à chaque fois qu'une requête apparaît, il doit décider quelle arête verte choisir, s'il y a des possibilités, s'il y a plusieurs possibilités, et cette décision est irrévocable. Le temps passe, on ne peut pas changer le passé. Et quel est le but? Le but, c'est de maximiser le nombre de publicitaires qui sont satisfaits, qui auront effectivement eu leur nom qui sera apparu en réponse à une requête qui les intéresse. Et donc le but, c'est de maximiser le nombre d'arêtes du couplage. Donc, avec ce point de vue qui, je l'admets, est un peu simpliste, on a, à partir d'un problème, disons, de la vie réelle, on a relié ce problème à un problème de théorie des graphes qui est simple, qui est mathématique, que nous pouvons analyser, et la simplicité du problème nous permettra de dégager les propriétés structurelles pour trouver une bonne solution. C'est la démarche algorithmique usuelle dans ce cours. Donc, modélisation, puis résolution du problème simplifié. Donc, notre problème de graphe, on connaît les sommets de gauche.
À chaque instant, un sommet de droite arrive, on voit toutes les arêtes adjacentes à ce sommet, on décide quelle arête choisir pour former un couplage. Le graphe est révélé progressivement et la qualité de la solution à la fin, c'est le nombre total d'arêtes du couplage. Impossible d'être parfait. Exemple. Voici la première requête. 2 publicitaires intéressés, T égale 1. Lequel allons-nous choisir? C'est pareil. Donc on va prendre, par exemple, celui du bas. T égale 2, deuxième instant. Une deuxième requête apparaît, le deuxième nœud rouge, qui est intéressé par ce publicitaire. Et là, que dit le moteur de recherche? Réaction à « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais choisi ici non pas cette arête-ci, mais celle-là. Ça m'aurait permis d'avoir un couplage de taille 2 au lieu d'un couplage de taille 1. Donc j'ai raté une arête sur 2. Je suis à la moitié. Et puis on peut répéter ce genre de choses, et donc on a un regret, on ne construit un couplage qui n'a que taille la moitié de la meilleure taille possible, sur cet exemple. Impossible d'être parfait. Alors, depuis le début du cours, j'ai pas mal parlé d'algorithmes randomisés. Algorithmes randomisés. Quand nous avons ce genre de problème, essayons d'utiliser le hasard, l'aléa, pour essayer de contrer les pires cas. Donc voici l'algorithme. Lorsqu'un sommet arrive, très très simple, nous regardons tous les voisins de ce sommet qui sont encore libres, qui sont susceptibles d'être couplés, qui n'ont pas encore d'arête. Et parmi tous ces voisins, on en choisit un au hasard. C'est tout bête. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'exemple? Eh bien, T égale 1, on ne sait pas quoi faire. Au lieu de choisir le sommet du bas, que va-t-on faire? Avec proba 1,5, on choisit le publicitaire du bas, et avec proba 1,5, on choisit le publicitaire du haut. 50-50. Alors, que se passe-t-il à l'instant T égale 2? Avec proba 50%, on se dit « Ah, si j'avais su ». Avec proba 50%, on se dit « Parfait, bien joué, je suis content ». Donc le couplage à taille soit 1, soit 2, en moyenne 1,5. Donc voilà l'algorithme mal conçu. Mal conçu pourquoi? À cause de cet exemple. C'est un graphe où chaque sommet bleu a un sommet rouge qui lui correspond naturellement. Vous avez un grand nombre de sommets ici, n sommets rouges, n sommets bleus. Et en plus, tous les sommets du cadran nord-est, tous les sommets rouges de la moitié du haut, ont des arêtes qui les relient à tous les sommets bleus de la moitié du bas, du sud-ouest. Donc cette grosse flèche ici signifie qu'il y a des arêtes entre les 3 rouges d'en haut et les 3 bleus d'en bas. Alors, que va-t-il se passer dans ces cas-là? Pourquoi cet algorithme n'est-il pas bon? Eh bien, réfléchissons à ce qui se passe au début. Le tout premier sommet. Combien a-t-il de possibilités? Il y a ce sommet-ci, et puis il y a tous les sommets d'en bas, n sur 2. Il en choisit un au hasard. Presque sûrement, ça va être un des sommets du bas. Le deuxième sommet, il a le choix entre un sommet qui est à son niveau, et puis tous les sommets du bas sauf un, n sur 2 moins 1. Presque sûrement, il va aller en bas. Et puis ainsi de suite, presque tous les sommets ici, sauf les quelques derniers, vont tous être couplés avec des sommets du bas. Et donc, que va-t-il se passer? Presque tous les sommets du cadran nord-est vont être associés à des sommets du cadran sud-ouest. Lorsqu'on arrive à la deuxième moitié des requêtes, le cadran sud-est, que se passe-t-il? Ces sommets-ci, chacune de ces requêtes a un seul voisin, une seule possibilité. Une seule possibilité, mais cette possibilité, elle est déjà prise. Elle a déjà été prise par les sommets du haut. Donc, ces requêtes, on ne peut pas les coupler, donc on est coincé. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a tous les sommets nord-est couplés à tous les sommets sud-ouest, et les autres se retrouvent tout seuls. Donc, on aura couplé que la moitié des sommets
Alors que, bien évidemment, si on avait su, on aurait choisi toutes les arêtes horizontales, tout le monde aurait été couplé, on aurait eu un couplage de taille n. Donc, encore une fois, seuls 50% des sommets sont appariés. Nous avons essayé de concevoir un algorithme randomisé, parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire quand on ne sait pas quoi faire, et ça n'a pas marché. Comment corriger l'algorithme? Comment corriger l'algorithme? Eh bien, examinons cet exemple. Le tout premier sommet. Le tout premier sommet, pour lui, tous ses voisins sont équivalents. Il n'a strictement aucune information. Quelle que soit la règle qu'il choisisse, il va sûrement choisir un des sommets qui sont en bas. Disons le sommet U2 ici. Donc cette arête de V0 à U2 est mise dans le couplage. Regardons le sommet suivant. Le sommet suivant, lui, il a le choix. Donc il a une arête vers U2, mais il n'a pas le droit de la prendre parce que U2 est déjà pris. Il a une arête vers U1 et il a une arête vers un autre sommet U3. Quel raisonnement est possible? Alors ce qu'on aimerait à la fin, on aimerait avoir le couplage horizontal. Comment peut-on justifier ça? Donc sachant que ça c'est le résultat qu'on veut, est-ce qu'il y a un raisonnement qui pourrait nous mener là? Eh bien ce qu'on peut se dire, c'est que quelle différence y a-t-il entre le sommet U1 et le sommet U3? La différence, c'est que le sommet U3, il a déjà eu une chance d'être couplé, parce qu'il y avait déjà eu précédemment une arête entre U3 et V0. Donc, s'il a déjà eu sa chance dans le passé, puis là il a une deuxième chance, peut-être qu'il en aura une troisième dans l'avenir. Peut-être que ce sommet-là, il a de la marge. Donc, ce n'est pas très important de le coupler tout de suite. En revanche, U1 n'a encore jamais eu l'occasion d'être couplé. U3 aura peut-être une autre chance dans l'avenir, U1, on n'en sait rien. Il semble préférable de donner sa chance à U1. Donc voilà une sorte d'intuition pour essayer de justifier ce choix. Une intuition qui est un peu suspecte, parce que j'ai construit mon raisonnement en fonction de la conclusion à laquelle je voulais arriver. Alors vous savez très bien que si quelqu'un vous démontre qu'un choix politique, par exemple, est le bon choix, mais en démarrant de sa conclusion, le raisonnement n'est pas forcément très fiable. Donc c'est une intuition, un raisonnement possible qui est un peu, disons, il ne faut pas trop lui faire confiance. Alors, mais essayons de poursuivre cette voie quand même, parce qu'il faut bien essayer de développer son intuition. Et donc, comment faire pour prendre ce raisonnement et le traduire en une conception d'algorithme, une conception simple? Eh bien, là, quand on réfléchit à ça, il y a une idée qui peut venir, qui est de dire, donnons à chaque sommet bleu, chaque sommet de gauche, chaque publicitaire, une priorité aléatoire. Une priorité aléatoire, et après, on essaie de trouver le sommet qui a la meilleure priorité, le sommet le plus prioritaire parmi ceux qui sont libres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne sur cette exécution? Donc nous en étions là. On en était à V0 était couplé à U2, V1 doit choisir entre U1 et U3. Voilà, et puis il ne peut pas choisir U2 parce que U2 est déjà pris. Donc nous avons trois possibilités dans les priorités. Soit entre les trois, U2 est le plus prioritaire des trois, puis U1, puis U3. Ou alors U2, U3, U1, ou alors U3, U2, U1. Pourquoi il n'y a que 3 ordres possibles et pas 6? Parce que pour que ces priorités soient cohérentes avec le choix à l'étape 1, il faut que U2 soit plus prioritaire que U1. Donc vous avez 3 ordres possibles. Et si vous regardez ce que ça donne comme exécution, vous vous apercevez que sur ces 3 exécutions, il y en a 2 où V1 va aller vers U1 et une seule où V1 va aller vers U3. Autrement dit, sur les 3 choix possibles, il y en a 2 qui sont bons, un qui est mauvais. Autrement dit, au lieu d'avoir 50-50 pour les probas de bon choix, mauvais choix, vous êtes passé à 2 tiers pour un bon choix, 1 tiers pour un mauvais choix.
Donc, sur ce tout petit exemple, cet algorithme conçu à partir d'une intuition faible semble fonctionner de façon raisonnable. Alors on avance et je vais vous dire tout de suite, il est bien conçu cet algorithme. Donc l'algorithme c'est, premièrement, la partie randomisée, la partie aléatoire de l'algorithme, on donne à chaque sommet de gauche une priorité aléatoire. Deuxièmement, à chaque fois qu'un sommet U arrive à droite, on regarde les voisins libres, et parmi ces voisins libres, on choisit le premier dans l'ordre de priorité. C'est vraiment très simple. Et le théorème c'est que, dans tous les cas, pour tous les graphes, pour tous les ordres d'arrivée des sommets droites, le nombre de sommets à parier, c'est au moins 63% de ce qui peut être fait dans l'optimum. Au moins 63% de l'optimum, du maximum possible. On est passé de 50% à 63%. C'est bien. Non seulement c'est bien, mais en plus c'est optimal. Alors je ne vais pas le démontrer aujourd'hui parce que jusqu'à présent dans ce cours, je n'ai pas fait de borne inférieure. Peut-être que j'en ferai la semaine prochaine pour vous donner quand même une petite idée de comment on démontre que des problèmes sont difficiles. Mais donc là, je me concentre sur la conception et analyse d'algorithmes. Qu'est-ce que c'est que ce 63%? C'est un nombre qui intervient très souvent parce que 63%, c'est 1 moins 1 sur E. Voilà. Donc en fait, j'ai écrit 63%, mais en fait, c'est 1 moins 1 sur E quand n tend vers l'infini, ce qui vaut approximativement 63%. Là, il y a des à peu près que je n'ai pas écrits. Alors, essayons de voir la preuve de ce résultat. Donc l'analyse, ça prend, je crois que c'est 2 transparents. L'analyse. Il faut regarder quand est-ce que ça se passe mal. Quand est-ce que vous avez un sommet qui, à la fin de l'exécution, se retrouve tout seul. Donc, voici ce qui se passe. À gauche, les sommets bleus, je les ai écrits dans l'ordre de priorité. Donc le sommet tout à fait en haut, c'est le sommet le plus prioritaire de tous. À droite, les sommets rouges, écrits dans l'ordre du temps, l'ordre de leur arrivée. On va supposer qu'il existe une solution qui permet de coupler tout le monde à tout le monde. C'est la solution au pointillé. Si ce sommet V va ici, ce sommet-là, là, etc., il est possible d'avoir un couplage parfait, tel que tous les sommets ont exactement un sommet qui leur corresponde. Donc la valeur optimale, ça va être 100% des sommets sont couplés. Alors maintenant, la valeur de l'algorithme. Que vaut-elle? Pourquoi vaut-elle 63%? Au moins 63%. Eh bien, essayons de regarder, d'analyser les échecs de l'algorithme et de les borner. Donc prenez un publicitaire U qui n'est pas couplé par l'algorithme. Donc, ce publicitaire U, il a naturellement, dans le couplage optimal, inconnu, il a naturellement un sommet U étoile qui lui correspond. Il y a une correspondance naturelle, la correspondance donnée par le couplage optimal, entre sommet de gauche et sommet droite. Ce sommet U n'est pas couplé à la fin de l'exécution de l'algorithme. Pourquoi? Pourquoi est-ce que U étoile, qui est arrivé à un moment, pourquoi est-ce que U étoile n'a pas choisi de montrer la publicité qui correspond à U? Parce que U étoile a choisi une publicité qui était plus prioritaire que U. Autrement dit, si U se retrouve tout seul à la fin de l'exécution, ça veut dire que U étoile, le sommet qui lui correspond, a préféré un sommet qui était plus prioritaire que le sommet U, qui était au-dessus du sommet U. Il ne reste plus qu'à traduire ça en équation. Donc, si le sommet U se retrouve tout seul, c'est que le sommet U étoile a préféré un sommet qui était plus prioritaire. Donc U, il a priorité T. Le sommet préféré par U étoile, il a une priorité qui est entre 1 et
et S-1 et T-1. Il est plus prioritaire que le sommet U. La probabilité que le publicitaire de priorité T, qui est placé, qui est le Tème dans l'ordre de priorité, se retrouve tout seul, c'est quoi? C'est donc O plus 1 sur n fois la probabilité que, enfin la somme sur tous les S de 1 à T-1 de la probabilité que ces sommets, le sommet de priorité S, se retrouve couplé à U étoile et donc pas tout seul. Si U est tout seul, alors U étoile n'est pas tout seul. U étoile est couplé à un sommet dont la priorité est entre 1 et T-1. S inférieur à T, S va de 1 à T-1. Voici la traduction en termes probabilistes de cette analyse, disons, combinatoire, structurelle du graphe. Et donc, à partir de ça, ben, c'est presque fini. Maintenant, on a fini la partie informatique et il ne reste plus qu'à faire un petit calcul. Un petit calcul, on va dire le sommet qui a priorité T parmi les publicitaires, la probabilité qu'il soit tout seul, la probabilité qu'il soit couplé, on va l'appeler X anis T. Donc il est tout seul avec proba 1 moins X anis T. On traduit cette équation, on traduit cette inégalité par 1 moins xt au plus 1 sur n fois la somme des x puissance x anis s pour x allant de 1 à t-1. Ça, c'est la somme des x anis s, c'est le fait que tous les sommets de 1 à s-1 aient une chance de se retrouver couplés. Ça nous donne une récurrence. On sait que x1 égale 1, le sommet de priorité 1 va forcément être couplé à quelqu'un. On regarde la récurrence, on résout à partir de ces inégalités, et on obtient que on en déduit que le nombre total de sommets à parier, c'est-à-dire la somme des x anis s en moyenne, de 1 à n, c'est au moins n fois 1 moins 1 sur e. Donc là, je saute un petit bout de calcul. C'est juste c'est des maths. Donc, ce n'est pas mon affaire. Alors, voilà, donc 63%, 1 moins 1 sur e. Le seul problème, c'est que cette preuve elle n'est pas juste. Elle est presque juste. Elle est presque juste, mais elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'en fait, il y a des corrélations dues au conditionnement caché que je n'ai pas dessiné. Et en fait, pour la rendre juste, il faut transformer ce strictement inférieur ici en inférieur ou égal. Et pour démontrer ça, eh bien, il y a toute une preuve en plus que je vais sauter. Et pour tout dire, entre le moment, donc quand cet algorithme a été conçu, quand ce théorème a été énoncé, la preuve était fausse. Ça a été publié avec une preuve fausse. Et puis, l'erreur a été trouvée et corrigée au bout de combien de temps? Au bout de 17 ans. Pourquoi 17 ans? Parce qu'en fait, au départ, c'était un problème de théorie des graphes qui ne devait pas intéresser les gens tant que ça. Et puis, au moment de développement des moteurs de recherche, d'un seul coup, ce problème s'est trouvé lié à des problèmes très concrets. Et d'un seul coup, tout le monde s'est mis à lire cet article, et d'un seul coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait un problème, et voilà. Et donc, le problème a été corrigé, avec un peu de travail en plus, et donc on peut démontrer ce 63%. Alors, la morale de cet exemple. Premièrement, les probabilités permettent de formaliser l'intuition. Deuxièmement, la conception d'algorithme, elle est simple, mais pas trop. Il y a une citation. C'est Einstein, je crois. C'est Einstein qui a dit que les théories doivent être simples, aussi simples que possible, mais pas plus. Donc voilà, là c'est un exemple. Conception d'algorithme, aussi simple que possible, mais pas trop quand même. Et alors ce qui est typique,
ce qui est typique de l'analyse des algorithmes randomisés, c'est que la conception est simple, l'analyse est délicate. Il y a très très souvent des erreurs dans l'analyse. Donc voilà, exemple d'algorithme au goût du jour pour un graphe qui apparaît au cours du temps. Deuxième exemple, clôture transitive de graphes sans cycle. De quoi s'agit-il? Connaissant les vols directs, en déduire les itinéraires avec correspondance. S'il y a un vol de Montréal à Paris la nuit, et un vol de Paris vers Nice le matin, et un vol de Nice vers Venise le midi, alors on peut aller de Montréal à Venise en une journée. Ça fait un enchaînement de 3 vols directs pour avoir un itinéraire avec 2 correspondances. Donc, trouver ce genre d'itinéraire, c'est un problème qui est résolu tous les jours, à chaque instant. Dans un graphe, des vols directs qui évoluent au fil du temps, dès qu'il y a des intempéries, par exemple, tant dans les deux sens du terme. Problème de graphe qui modélise cette question, vous avez un graphe orienté. Donc vous avez des arcs qui traduisent le fait qu'on va d'un nœud vers un autre pendant un certain temps, une certaine période de temps, de Montréal vers Paris pendant la nuit. Peut-on atteindre le sommet V à partir du sommet U? Dans le cas présent, oui, il suffit de passer par les 3 sommets intermédiaires et ça vous donne un itinéraire pour aller du sommet U au sommet V. Donc, trouver ces correspondances, c'est qui peut être atteint à partir de qui, ça, c'est le problème de la clôture transitive d'un graphe. En général, ça peut se faire en faisant une exploration du graphe et puis un calcul pas trop compliqué, mais que faire si le graphe évolue de manière dynamique? Donc, que faire si vous voulez connaître la clôture transitive du graphe, donc savoir qui est atteignable à partir de qui, mais le graphe change au cours du temps. Il y a des insertions d'arcs, des nouveaux vols ajoutés, des suppressions d'arcs. Vous voulez connaître pour le graphe à l'instant T, vous voulez pouvoir répondre à des questions du type « Est-ce que le sommet VI est atteignable à partir du sommet VJ ?» En plus, vous voudriez avoir un itinéraire suffisamment court, mais demandons déjà juste si c'est atteignable. Question de base. Exemple, une fois j'étais partie en voyage, un bref voyage pour le travail. J'avais laissé mes enfants tout seuls à la maison. Et voilà qu'il y a une tempête de neige. C'était aux États-Unis. Et on me dit, retard d'avion, retard de 12 heures en moyenne, pour vous, vous pourrez rentrer chez vous demain. Alors j'ai dit à l'hôtesse de l'air, j'ai dit, mais non, c'est pas possible, j'ai mes enfants tout seuls à la maison. Elle a dit, ah. Elle a parlé aux autres, ils ont cherché et ils ont trouvé un itinéraire qui me permette de rentrer chez moi le jour même. Donc ma destination était atteignable à partir du point où j'étais dans la journée. Donc c'était un problème, une requête demande d'informations sur le graphe, où j'ai eu une réponse positive, heureusement. Alors, donc qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir dans ce graphe, pour tout sommet U, pour tout sommet V, si V est atteignable à partir de U. Donc ce qu'on veut savoir, ça peut se représenter par une matrice C de UV égale 1 si V est atteignable à partir de U et 0 sinon. Cette matrice C de UV, elle change au cours du temps au fil des modifications du graphe. En particulier, imaginez que vous ayez ce graphe ici, avec cet arc-là, avec une suite d'opérations qui seront insérer cet arc, le supprimer, l'insérer, le supprimer, l'insérer, le supprimer. Donc, à l'instant t, il est dans le graphe, à l'instant t plus 1, il n'y est pas, et ainsi de suite.
Si vous recalculez la clôture transitive après chaque modification, c'est trop coûteux. Ça prend trop de temps, parce que ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup de changements. En fait, le graphe, toute la clôture transitive change, parce qu'à chaque fois que l'arc est ici, tous les sommets de gauche peuvent atteindre tous les sommets de droite, et à chaque fois que l'arc n'est pas là, personne à gauche ne peut atteindre qui que ce soit à droite. Donc il y a des gros morceaux de cette matrice qui changent. La première idée pour résoudre ce problème, pour avoir un algorithme dynamique efficace pour la clôture transitive, c'est quoi? C'est de dire, on va changer, donc cet algorithme n'est pas satisfaisant. C de UV égale 1 si V est atteignable à partir de U, 0 sinon. Et pour répondre à une requête, on dit, est-ce que V est atteignable à partir de U? On regarde l'entrée C de UV. La première idée, c'est d'avoir un peu de redondance. Si on a plus d'informations, ça peut quelquefois nous aider à faire des calculs. C'est la même chose qui sous-tend les raisonnements par récurrence, où parfois, si on fait des hypothèses plus fortes, c'est plus facile de faire les preuves. Donc, de même, dans ces algorithmes, si on stocke plus d'informations, c'est plus facile de mettre à jour les modifications. Au lieu d'avoir cette variable qui vaut 0 ou 1, selon que V est atteignable ou pas, on va stocker le nombre de chemins de U à V. Donc, au lieu de stocker l'existence d'au moins un chemin de U à V, on va stocker le nombre de ces chemins. Du coup, pour répondre à une requête, est-ce que V est atteignable à partir de U? La réponse sera, allons regarder le nombre de chemins, et s'il est strictement positif, alors on dit oui. C'est facile, ce n'est pas plus compliqué de répondre à une requête, ça prend temps constant. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet, cette matrice, elle a maintenant du fait que ce ne soit pas juste 0 ou 1, mais que ce soit un nombre, une quantité algébrique, ça permet d'avoir des formules plus confortables, une manipulation plus aisée, à savoir, nous avons une récurrence maintenant. Que se passe-t-il si on rajoute un arc, on insère un arc de x vers y? Que se passe-t-il pour le nombre de chemins de U à V? Donc vous avez un chemin en haut, un deuxième chemin qui passe par là. Ce que vous pouvez dire, c'est que maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a tous les chemins qui vont utiliser ce nouvel arc, l'arc XY. Et combien y a-t-il de tels chemins? Eh bien, un tel chemin doit d'abord aller de U vers X, puis emprunter l'arc XY, puis aller de Y vers V. Donc un tel chemin, les nouveaux chemins, c'est C de X fois C de YV. Donc, pour mettre à jour la matrice C, il suffit de faire ceci qui prend temps constant pour mettre à jour l'entrée C de UV. Vous faites ça pour tous les sommets UV, ça vous fait n carré pair fois un temps constant, ça vous fait grand O de n carré. Vous pouvez mettre la matrice à jour en temps n carré. Par rapport à la multiplication de matrices qu'il y avait avant, c'est nettement plus efficace. Et vous pouvez toujours répondre aux requêtes en temps constant. Bon, n carré pour mise à jour, sauf que c'est un petit peu faux. C'est un petit peu faux ce que je viens de dire, parce qu'en fait, ces nombres C de UV dans la matrice, ça risque d'être des grands nombres. Combien y a-t-il de chemins du sommet U au sommet V? Regardez ce graphe. J'ai dessiné que le début là, mais il faut imaginer que ça continue. Donc vous avez deux façons de partir de U, puis après ça se rejoint. Deux façons de continuer, et après ça se rejoint. Puis ça continue jusqu'au sommet V. Combien y a-t-il de chemins pour aller de U à V? Mais il faut choisir au début en haut ou en bas, continuer en haut ou en bas, etc. Vous avez n sur 3 étapes où vous avez un choix à faire, donc ça fait 2 puissance n sur 3 chemins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce nombre, il est très grand. Ça veut dire que ce nombre, si vous l'écrivez en binaire, il a n sur 3 bits. Ça veut dire que quand vous faites des opérations arithmétiques sur ce nombre, ça prend du temps.
ça prend du temps. On ne peut pas supposer que ça prend temps constant, pas si vous écrivez un très grand nombre. Et du coup, multiplier C de UX par C de YV, ça veut dire multiplier deux grands nombres, deux nombres qui s'écrivent avec n bits. Du coup, ça ne prend pas temps constant, et du coup, le temps ici est bien supérieur à n carré, et du coup, eh bien, ça ne marche pas, cet algorithme. Il faut le corriger. Donc, comme tout à l'heure, il y avait une première idée, mais ça ne marche pas, il faut corriger. Ici, c'est l'algorithme qu'il faut corriger. Et la façon de corriger, eh bien, c'est la même idée que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire, puisque vous avez des nombres qui sont trop grands, vous allez les rapetisser en faisant un calcul modulo P. Vous prenez un nombre premier aléatoire P, qui sera de l'ordre de, disons, n puissance 10, par exemple. Si le nombre de modifications de votre graphe au fil du temps, si vous avez au plus une chaîne de, disons, n puissance 8 modifications, alors le fait que vous fassiez le calcul modulo P ne va rien vous coûter. Vous n'allez jamais tomber sur C de UV égale 0 enfin presque jamais, par accident. Donc très probablement, toutes les requêtes auront une réponse qui est correcte. Et donc, là, ce que vous avez obtenu, c'est que vous avez obtenu un algorithme très simple, qui est rapide, grand O de n carré, qui est très probablement correct, par la combinaison de deux idées. L'idée de calculer le nombre de chemins au lieu de calculer juste l'existence d'un chemin, et l'idée de faire un calcul modulo un nombre premier aléatoire suffisamment grand. La morale de ce deuxième exemple, c'est qu'avec la redondance de l'information, plus d'informations qu'il n'est nécessaire, vous avez pu améliorer l'algorithme. Les grands nombres sont un piège, mais on peut dans le cas présent, on peut résoudre ce problème en faisant des calculs modulo des nombres premiers aléatoires. Et ça, c'est une idée qui intervient dans beaucoup d'algorithmes, donc c'est une idée à mettre dans sa boîte à outils. Troisième exemple, connexité de graphes. Connexité de graphes. Nous avons déjà parlé plus tôt dans ce cours de l'algorithme de Dijkstra pour calculer les distances dans un graphe. Alors maintenant, je vais poser une question plus simple. Au lieu de demander quelle est la distance entre deux sommets du graphe, je vais juste vous demander est-ce que cette distance est finie ou infinie? Donc, autrement dit, quand vous avez deux sommets, est-ce qu'il existe un chemin dans le graphe pour les relier ou est-ce qu'il n'en existe pas? Par exemple, dans le graphe que j'ai dessiné, il y a trois composantes connexes, il y a trois morceaux. Si vous avez deux sommets qui sont dans le morceau du milieu, alors il existe un chemin pour les relier. Sinon, s'il y en a un en haut et un là, il n'existe pas de chemin. Donc savoir si la distance entre deux sommets est finie ou infinie, vraiment une question très très élémentaire. La première question, l'une des premières questions qu'on pose en algorithmique des graphes, c'est la question est-ce que U et V sont dans la même composante connexe du graphe, le même morceau du graphe. Cette question, c'est une question de base. Tous les gens qui ont suivi un cours de graphes, d'algorithmique de graphes, d'algorithmique, d'introduction à l'informatique, savent y répondre. Mais que se passe-t-il lorsque le graphe change? Que se passe-t-il lorsqu'il y a des arêtes qui sont rajoutées ou supprimées du graphe au fil du temps? Peut-on mettre à jour l'ensemble des composantes connexes sans tout recalculer? Alors on va faire... il existe une solution très intéressante et il y a deux parties dans l'idée, dans l'algorithme. Et donc là, je vais présenter juste la première idée. Et cette première idée, elle intervient déjà dans le cas particulier où votre graphe n'a pas de cycle. Donc le graphe change au cours du temps, mais il n'y a jamais de cycle. Donc votre graphe, c'est une forêt, un ensemble d'arbres. Donc voici... Ah, c'est faux ça. Voici une forêt avec 1, 2, 3, 4 arbres, 4 composantes connexes. Et vous allez avoir des insertions et suppressions d'arêtes. Par exemple, peut-être que
cette arête-ci va être ajoutée, et du coup, là, vous aurez une seule composante connexe à gauche. Et puis, si l'arête-là est supprimée, cette composante connexe va se séparer en deux, et ainsi de suite. Comment faire pour mettre à jour les composantes connexes de façon à pouvoir rapidement répondre aux requêtes « est-ce que les sommets U et V sont dans la même composante connexe ou pas ?» Donc ici, vous avez 3, entre guillemets, composantes connexes, enfin 3 si je rajoute quelque chose ici. Si on ajoute une arête, entre là et là par exemple, que faut-il faire? Il faut, disons entre là et là, pour prendre un exemple correct, il faut fusionner les deux ensembles de sommets. Si on enlève une arête, que se passe-t-il? Imaginez que vous supprimiez cette arête. Il faut partitionner cet ensemble de sommets en deux parties. La partie rouge ici, et puis l'autre partie rouge là. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez une partition des sommets en composantes connexes. Si c'est bien avec une structure de données bien faite, pour répondre à la question sur UV, U et V sont-ils dans la même composante connexe ou pas? Ça peut prendre temps constant. Mais dans ces cas-là, pour mettre à jour les informations sur les composantes connexes, ça prend temps proportionnel à la taille de la composante connexe. Par exemple, ici, quand vous supprimez une arête, pour partitionner en deux parties, pour savoir comment ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, comment ces 10 sommets vont se partitionner en 6 d'un côté et 4 de l'autre, vous êtes obligé de parcourir ce graphe pour vous rendre compte que les 6 là vont d'un côté et les 4 autres de l'autre. Ça vous prend un temps proportionnel à 10. Peut-on mieux faire? Peut-on mieux faire? Parce que ça, ce n'est pas mieux que de tout recalculer à chaque fois. Reprenons le même genre d'exemple que tout à l'heure, où vous avez une arête au milieu qu'on passe son temps à ajouter, supprimer, ajouter, supprimer, ajouter, supprimer. Donc les composantes connexes, c'est soit c'est tout le monde, soit c'est la moitié de gauche et la moitié de droite, deux composantes. On dirait que rien que pour écrire les changements des composantes connexes, il vous faut un temps linéaire. Il y a un nombre linéaire de sommets, n sur 2, qui change d'état à chaque étape. Donc on dirait qu'on ne peut pas mieux faire. On dirait qu'on ne peut pas mieux faire, mais ça, c'est un manque d'imagination. C'est un manque d'imagination. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes les informations sur les composantes connexes. Tout ce que vous voulez, c'est pouvoir répondre rapidement aux questions sur des paires de sommets, U et V. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer un petit peu plus de temps pour répondre aux questions sur U et V, mais beaucoup moins de temps pour mettre à jour les composantes connexes. Pour mieux faire, la première idée, l'idée principale, je dirais, c'est de changer de représentation. Changer de représentation. Un arbre, c'est un graphe. C'est un graphe, mais c'est un graphe particulier parce que ce graphe, on peut en faire le tour. Là, j'ai le chemin noir, il fait le tour du graphe, il fait le tour de mon arbre. Je prends un point de départ, disons le sommet A, puis je fais tout le tour et je regarde les sommets rencontrés. A, puis quand je longe l'arête, je vais de A à B, puis là je repasse par A, puis je vais voir G, puis H, puis I, D, C, je repasse par D, et ainsi de suite. Je fais le tour jusqu'à être revenu à A à la fin. Voici le tour de cet arbre. Remarquez que dans ce tour, vous pouvez très bien voir un sommet plusieurs fois. Par exemple, le sommet I, je le vois une première fois par là, une deuxième fois par ici, une troisième fois par là. I apparaît une fois ici, une fois là, une troisième fois là. Remarquez aussi que ce mot que j'ai écrit là sur ces lettres de l'alphabet, ce mot contient toutes les informations pour décrire l'arbre. Donc c'est une façon de représenter mon arbre. C'est une façon qui est redondante, puisqu'il y a des sommets qui apparaissent plusieurs fois. On traverse une arête dans un sens et puis dans l'autre. C'est une représentation qui contient plus d'informations que juste l'ensemble des arêtes. Plus d'informations, mais justement, c'est plus structuré, et ça nous est utile pour la manipulation du graphe.
Par exemple, comment faites-vous l'insertion d'une arête? C'est facile. Regardez bien. Vous avez fait le tour de Vous avez le tour de cet arbre et le tour de cet arbre-là, ces deux arbres. Vous voulez rajouter une arête de A à F. Comment fait-on? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le tour de gauche, on enlève le petit bout là, on découpe, le tour de droite en enlevant ce petit bout là, en découpant, et vous rajoutez AF, FA. Ça vous fait un tour de tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie en termes des représentations? Vous avez ce mot ABDBCECBA qui représente cet arbre, ce mot FGJKJIJGHGF qui représente cet arbre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre ces deux mots l'un à côté de l'autre, concaténer les deux représentations, et ça vous donne une représentation de l'arbre obtenu en rajoutant l'arête. Ça vous prend un temps constant. Un temps constant. J'ai un tout petit peu triché, mais ça vous prend un temps constant. Ça peut se faire en temps constant. Donc, quitte à faire un tout petit ajustement, ça se fait vraiment en temps constant. Ça marche vraiment, ça. Suppression d'une arête. Comment fait-on? Regardez, voici un arbre, vous supprimez l'arête BC. Que se passe-t-il? Vous aviez le tour, là. C, C, B, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez bien. La partie du tour qui commence par B, B, A, B, D, B, B, A, B, D, B, c'est exactement ce qu'on va voir dans le résultat pour ce sous-arbre. Et le reste, comment est-ce qu'on l'obtient? Il y a le petit bout du début, C, E, C, puis il y a le petit bout de la fin, C, G, J, K, J, J, G, H, G, F, G, C, qui représente ça. Comment faire pour supprimer une arête? Il suffit d'extraire ce bout-là et de recoller les deux autres morceaux ensemble. Vous extrayez ce bout-là, voilà, c'est la description de l'arbre de gauche. Vous recollez les deux autres morceaux, c'est la description de l'arbre de droite. Suppression d'une arête en temps constant. En temps constant. Avant, c'était linéaire, maintenant, c'est constant. Donc, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Alors, il y a un prix à payer, quand même. Le prix à payer, c'est comment est-ce qu'on répond à une requête. Est-ce que U et V sont dans la même composante connexe? Pour répondre à cette requête, il faut savoir, ici vous avez le sommet par exemple G et le sommet H, est-ce qu'ils sont dans la même composante connexe? Il faut savoir G, donc vous avez accès à ce mot, H, vous avez accès à ce mot, vous voulez savoir s'ils sont dans le même mot ou s'ils sont dans des mots différents. Comment peut-on faire ça rapidement? On utilise, en fait, il suffit d'utiliser une structure d'arbre équilibré pour représenter le mot, et à ce moment-là, ça permet d'identifier ce mot par la racine de l'arbre, et du coup, ça peut se faire en temps logarithmique. Voilà. Donc, on peut faire ça en temps logarithmique. Donc, ce qu'on avait au départ, on avait modification des arbres, temps linéaire, réponse aux requêtes, temps constant. Ce que nous avons maintenant, modification des arbres, temps constant, répondre aux requêtes, temps logarithmique. C'est beaucoup mieux. Attendez, peut-être j'ai presque fini, donc attendons peut-être les questions, sauf si c'est rapide. Pour la question en temps constant, comment on fait pour trouver le BC? Comment on fait pour trouver le... Ah oui, alors en fait, le mot, ce ne sera pas une suite de sommets, ce sera une suite d'arêtes. Voilà, c'est une petite variante. Donc ce n'est pas tout à fait ce que je vous dis là, c'est une variante de ce que je dis là. Morale de cet exemple, par la redondance de l'information, on a réussi à améliorer le temps d'exécution énormément. Et en fait, la solution finale, elle est très simple. La solution finale, c'est juste une manipulation de mots qui décrivent les tours des arbres. Donc la simplicité est vraiment clé pour l'analyse des graphes dynamiques. Conclusion générale, quels sont les principes qui ont guidé communs à la conception et à l'analyse de ces trois algorithmes pour résoudre ces trois problèmes? Premièrement, redondance de l'information. Utiliser des représentations, des algorithmes qui font plus que ce qu'on vous demande
pour aller plus vite, pour avoir plus de structure. Deuxièmement, simplicité de la conception. Impossible d'analyser un algorithme sur un graphe dynamique, un graphe qui évolue, qui est un objet quand même combinatoire relativement compliqué, si vous n'avez pas un algorithme très simple. Troisièmement, utilité de l'aléa. Ici, soit l'ordre aléatoire, soit des calculs modulo nombre aléatoire. Et quatrièmement, attention, toutes ces analyses sont délicates. Voilà, je vous remercie.